Décibel, d'histoire, la série musique et histoire histoire et musique, de Chandaille et Chignon. le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Au sommaire de ce numéro de Décibels Histoire, The Andrews Sisters, les petites chéries des forces armées américaines, la Deuxième Guerre mondiale, la cantine de Hollywood et des disques de la victoire. Cet entretien culturel vous est présenté par Thierry Asdar, bibliothécaire expert des musiques modernes et populaires américaines du XXe siècle. The Andrews Sisters est un trio féminin et américain de jazz vocal qui connaît ses plus belles heures de gloire durant les années 40. Comme en témoigne leur surnom, les petites chéries des forces armées américaines, la carrière et le nom du groupe sont aussi intimement liés à la Seconde Guerre mondiale. C'est pourquoi la musique des Andrews Sisters est présente dans un nombre impressionnant de films dont l'intrigue se situe durant les années 40 ou même 50. À ce titre, on peut dire que les Andrews Sisters constituent la bande-son parfaite et presque incontournable pour toute cette période et plus encore lorsqu'il est question de la Seconde Guerre mondiale. Ultra populaire durant les années 40 et trop largement oublié aujourd'hui, il est temps de se replonger dans le parcours des Andrews Sisters, exemple parfait du rêve américain, et d'en réévaluer l'importance et l'impact sur l'histoire de la musique moderne et populaire. Bibliothécaire, spécialiste en rien, Ou presque, intéressé partout. plus ou moins Chandaille et Chignon, le podcast vraiment très intéressant. hallucinant. C'est possible ça? Le groupe The Andrews Sisters est constitué de 3 authentiques sœurs. Laverne, l'aînée, une rousse à la voix de contralto, Maxine, la cadette, une brune à la voix de soprano, et Patty, la benjamine, une blonde à la voix de mezzo-soprano. Laverne, Maxine et Patty naissent à Minneapolis, dans le Minnesota, d'une mère américaine d'origine norvégienne et d'un père immigrant grec. Le nom Andrews provient de l'américanisation de Andreos, nom d'origine du père. Bien qu'étant la plus jeune des 3 sœurs, Patty s'impose à la tête du groupe. Elle est à peine âgée d'une douzaine d'années lorsque le trio entame sa carrière au début des années 30. Dès 1931, The Andrews Sisters se fait remarquer dans les galas ou concours de talents locaux. Rapidement, le groupe s'embarque pour de longues tournées dans le Midwest américain. D'abord au sein d'un spectacle de vaudeville, très populaire durant cette période, puis sous la houlette de leurs parents. Le trio se produit dans des conditions difficiles partout où cela est possible. The Andrews Sisters s'appuie alors très largement sur le répertoire d'un autre trio vocal féminin très populaire durant les années 30, The Boswell Sisters. La filiation entre ces 2 groupes est évidente et largement assumée par les 3 sœurs Andrews. Comme les Boswell Sisters, les Andrews Sisters utilisent la technique vocale de la close harmony dans l'ensemble de leur répertoire, c'est-à-dire que les 3 sœurs chantent en utilisant un arrangement des notes d'un accord sur un intervalle réduit et sur une même octave. Leur succès est tel dans ce registre qu'elles deviennent rapidement l'une des références de cette technique vocale particulière. Aujourd'hui encore, de nombreux artistes citent les Andrews Sisters parmi leurs influences principales. Voici ce qu'écrit par exemple Art Garfunkel du duo Simon & Garfunkel à ce sujet. J'ai écrit des harmonies épurées dont les intervalles étaient des tierces, comme je l'ai appris des Andrews Sisters. On peut également citer les Beach Boys, les Supremes, les Pointer Sisters ou plus récemment les Puppini Sisters qui revendiquent toutes et tous l'influence des Andrews Sisters dans leur musique. Cette technique de la close harmony demande une discipline et une justesse vocale de chaque instant. Les 3 voix doivent être parfaitement calées et accordées de façon individuelle mais aussi entre elles. Par ailleurs, elles doivent également être rigoureusement synchrones. Cela demande un énorme travail pour maintenir ce niveau d'exigence et de performance. C'est particulièrement remarquable lorsque le trio se produit sur scène durant plus d'1 heure, le tout sans jamais perdre le sourire. Après plusieurs années d'acharnement dans le circuit semi-professionnel des petites salles, la carrière des Andrews Sisters prend une tournure beaucoup plus professionnelle à la fin des années 30. En 1937, le trio se produit dans l'émission de radio Saturday Night Swing Club, diffusée depuis l'hôtel Edison à New York. La prestation des Andrews Sisters ne convainc pas la radio,
qui licencie le groupe dès la fin de cette première performance. Pourtant, au moins une personne à New York aime ce qu'il entend ce soir-là dans son poste de radio. Jack Kapp, le directeur de la maison de disques Decca Records. Le lendemain, il se présente à l'hôtel Edison et propose d'auditionner les Andrews Sisters. L'essai est fructueux et The Andrews Sisters signent rapidement un contrat avec la maison de disques new-yorkaise Decca Records. Les trois sœurs sont alors payées au forfait, $50 par enregistrement. Il s'agit là d'un contrat type tout à fait commun durant cette période. Un premier single paraît sans grand succès en 1937. Malgré ce résultat décevant, Dave et Jack Kapp, directeurs de Decca Records, apprécient les sœurs Andrews et leur donnent une nouvelle chance. L'intuition est bonne et c'est avec son deuxième single, enregistré le 24 novembre 1937, que The Andrews Sisters change définitivement de statut. Ce disque paraît à la fin du mois de décembre 1937. Il comprend la chanson « Nice Work If You Can Get It » en face A, une composition de George et Ira Gershwin rendue populaire par Fred Astaire dans le film « Une demoiselle en détresse ». Le groupe, ne disposant d'aucune autre chanson pour la phase B, décide d'adapter Bei mir bist du schon, une obscure chanson écrite en yiddish par Shalom Segunda et Jacob Jacobs en 1932 pour une comédie musicale. Le titre peut se traduire en français par « Tu es belle pour moi », et bien que placée en phase B, contre toute attente, c'est cette chanson qui devient extrêmement populaire et se classe numéro 1 dès le début du mois de janvier 1938. La chanson devient un tel phénomène national que le prestigieux magazine Life y consacre un article complet. Bei mir bist du schon se vend à 100 000 exemplaires lors de sa première sortie et fin janvier 1938, il s'en est déjà écoulé 250 000 d'exemplaires. Un résultat record pour l'époque. La chanson est si populaire qu'elle est aussi publiée en partition. Là encore, un phénomène rare durant cette période. Dans la foulée, 12 autres artistes, dont Ella Fitzgerald, l'enregistrent à leur tour dans l'espoir de tirer profit de sa popularité. L'American Society of Composers, Authors and Publishers, la SCAP, désigne Bei mir bist du schon, chanson la plus populaire de l'année 1938. Malheureusement pour Shalom Segunda et Jacob Jacobs, compositeurs originaux de Bei mir bist du schon, ils vendent leurs droits d'auteur pour cette chanson à l'éditeur G. Kamen pour seulement $30. Quelques mois seulement avant que la chanson ne soit enregistrée par les Andrews Sisters. Compte tenu du retentissement médiatique et commercial de cette chanson, G. Kamen décide malgré tout de verser à Segunda et Jacobs un pourcentage des droits liés à la chanson. De la même façon, Decca Records révise le contrat des Andrews Sisters afin que les trois sœurs touchent elles aussi une plus juste rémunération à la hauteur de l'immense succès du single. Selon les archives Milken de la musique juive américaine, la propriété des droits d'auteur de Bei mir bist du schon est finalement revenue à Shalom Segunda et Jacob Jacobs, ces deux auteurs originaux. Suite à ce coup d'éclat retentissant, les Andrews Sisters enchaînent les succès. Cette seule année 1938, elles classent 9 de leurs chansons dans les meilleures ventes. Elles deviennent de véritables vedettes aux États-Unis durant toutes les années 40. Au total, elles classent 113 chansons aux meilleures places des hit-parades américains. Aujourd'hui, il est estimé que les Andrews Sisters ont vendu plus de 100 millions de disques. Portés par cet immense succès, les Andrews Sisters tournent également dans 17 films pour Hollywood entre 1940 et 1948. Décibels Histoire. La série musique et histoire Histoire et musique. de Chandail et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Les Andrews Sisters sont aussi largement associés à l'armée américaine. Lorsque les États-Unis entrent officiellement dans la Seconde Guerre mondiale à la suite de l'attaque japonaise du 7 décembre 1941 contre la base navale de Pearl Harbor, les Andrews Sisters sont d'immenses vedettes. Dans un esprit patriotique, les trois sœurs vont dès lors se mobiliser corps et âme pour l'effort de guerre américain. Afin de remonter le moral des troupes, elles chantent pour les forces alliées en Amérique, mais aussi au plus près des combats sur le sol européen et même en Afrique du Nord. Elles visitent régulièrement les bases militaires américaines, les zones de guerre, les hôpitaux et les usines de munitions. Elles encouragent les citoyens américains à acheter des bons de guerre, war bonds, afin de financer les programmes de construction navale et d'armement. Avec les comédiens Bette Davis et John Garfield, elles contribuent à la création de la fameuse cantine de Hollywood, une cafétéria établie au 1451 Cahuenga Boulevard à Hollywood en Californie, sur la côte ouest des États-Unis. Le lieu reste ouvert entre le 3 octobre 1942 et le 22 novembre 1945. Il propose gratuitement des repas et des spectacles à tous les militaires des forces alliées.
Un établissement du même type, la Cantine de la Seine, est aussi ouvert sur la côte Est à New York. Les Andrews Sisters s'y produisent régulièrement, comme beaucoup d'autres vedettes de l'époque. Durant cette période où l'industrie musicale américaine est à l'arrêt presque total, peu de disques sont produits et commercialisés. 2 raisons à cela. D'abord, la grève de l'AFM, American Federation of Musicians, ou Fédération américaine des musiciens, principal syndicat des musiciens en Amérique du Nord qui paralyse les studios d'enregistrement entre 1942 et 1944. Je ne développe pas davantage cet événement ici, car il mérite amplement un podcast à part entière. L'autre élément est la pénurie de matières premières, puisque la gomme laque utilisée pour la fabrication des disques 78 tours est réquisitionnée par l'industrie militaire durant cette période. Malgré tout, des disques sont produits. Ils sont non commercialisés et destinés aux troupes américaines afin de leur remonter le moral. On les appelle les V-disques ou disques de la victoire. Au total, ce sont pas moins de 8 millions de ces 78 tours qui sont envoyés aux soldats américains entre 1943 et 1949, principalement dans des registres de jazz, de musique classique ou de chants de Noël, et même des messages enregistrés par les artistes, directement adressés aux soldats pour les encourager. 3 maisons de disques fournissent principalement et gratuitement ces V-disques à l'armée américaine. RCA Victor, Columbia et Decca, le label des Andrews Sisters. Compte tenu de la pénurie de gomme laque, ces V-disques constituent aussi une innovation technologique d'importance, puisqu'ils sont les premiers 78 tours fabriqués avec du vinyle. Une matière plus souple et moins fragile qui va dès lors s'imposer dans l'industrie musicale mondiale. Dans la mesure où les droits d'auteur de ces V-disques sont cédés gracieusement à l'armée américaine par les labels, après la guerre, ils sont restitués et détruits pour des raisons commerciales évidentes. Ce qui en fait aujourd'hui, pour ceux qui ont échappé à cette destruction, de véritables objets de collection d'une grande valeur, à la fois historique et marchande. D'autre part, ces V-disques qui ont littéralement inondé l'Europe durant les années 40 ont largement contribué à la diffusion de la culture populaire américaine. Ils sont un élément très important du soft power américain ultra intensif et efficace en Europe durant toute cette période. Bien entendu, les Andrews Sisters enregistrent un certain nombre de ces disques de la victoire. J'en ai identifié au moins 10, produits entre 1944 et 1945. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale et le décès de leurs parents, leur mère en 1948 et leur père en 1949, des conflits apparaissent entre les 3 sœurs. Le trio se sépare une première fois en 1953. Patty débute alors une carrière solo au succès mitigé. Laverne et Maxine tentent de poursuivre en duo, mais là encore sans grand succès. The Andrews Sisters se reforment en 1956 sans pour autant retrouver le même niveau de popularité. En 1966, Laverne, atteinte d'un cancer, se retire. La dernière apparition publique du trio se déroule lors du Dean Martin Show le 29 septembre 1966. Elle est remplacée quelques mois par Joyce DeYoung, sans doute pour honorer les derniers contrats avant que le trio ne se sépare définitivement en 1967. Laverne décède de son cancer cette même année, 1967. Par la suite, Maxine et Patty ne parviennent plus à se réconcilier. Elles se produisent séparément. Maxine décède d'une crise cardiaque en 1995. Patty décède en 2013 chez elle à Glendale, en Californie. La musique des Andrews Sisters reste aujourd'hui bien vivante et présente, particulièrement au cinéma, dans les centaines de films ou séries TV. On peut citer Fallout ou Palm Royale en 2024, 10% en 2022, Mad Men en 2007, Les Simpsons en 2004 et beaucoup d'autres. Le répertoire des Andrews Sisters est aussi largement repris ou samplé par de nombreux artistes dans tous les genres musicaux. Les chansons Bei mir bist du schön, Rum and Coca-Cola, Boogie Woogie Bugle Boy, Beat Me Daddy 8 to the Bar, In Apple Blossom Time, Pistol Packing Mama ou Ferryboat Serenade figurent sans aucun doute parmi les plus populaires du groupe. Au fil de sa carrière, le trio enregistre plus de 600 chansons. Il est aujourd'hui estimé que le groupe a vendu plus de 100 millions de disques. The Andrews Sisters a remporté 15 disques d'or et obtenu une douzaine de numéros 1, ainsi que 46 top 10, soit plus qu'Elvis Presley ou les Beatles. La musique des Andrews Sisters est généralement associée à la musique jazz, swing et boogie-woogie. En réalité, et comme souvent, l'éventail des genres qu'elles ont abordés est bien plus large, allant du gospel aux ballades folk en passant par la comédie musicale, la country et même la rumba. Autant de très bonnes raisons pour se replonger dans la musique toujours réjouissante des Andrews Sisters.
Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. C'est comme ça que tu l'avais imaginé? Non, c'est pas top. Ça c'est moche ça. Ça c'est très très moche. Décibel, Histoires. la série musique et histoire Histoire et musique. de Chandaille et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles.